vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une. Appel au dialogue avec la CENI, le gouvernement congolais estime que les opposants préparent la contestation à la place des élections. Après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi salue l'attitude de cette dernière et exhorte la population à rester vigilante jusqu'à la publication de résultats qui consacreront sa victoire tant attendue. Démarrons ce journal par la cérémonie des signatures d'un accord entre le gouvernement tchadien et les partis de l'opposition, les transformateurs, sous la facilitation du président Félix-Antoine Tshisekedi le mardi 31 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine après 3 mois de mission lui confiée par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Regardez. C'était le mardi 31 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine que le gouvernement tchadien et le parti de l'opposition, le Transformateur, ont procédé à la signature d'un accord pour le processus de transition en République du Tchad. La cérémonie relative à la signature de cet accord de principe s'est tenue à Kinshasa en présence du facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Félix Tshisekedi. Cet accord est conclu pour permettre le retour au Tchad du président du parti Le Transformateur et de tous ceux qui avaient eu à quitter le territoire tchadien à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022. Il faut noter que la mission de facilitation de la CEAC pour le processus de transition du Tchad compte sur la bonne foi de parties à cet accord de principe pour sa mise en œuvre effective. Changeons des chapitres, le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a échangé mardi dernier avec les diplomates africains. Au menu de ces échanges, les nouvelles preuves de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda ainsi que le retrait de la MONUSCO du territoire congolais. C'était au cours d'une séance de travail en face des ambassadeurs de l'espace Afrique que le ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula a informé ses collègues diplomates sur l'entrée de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC en montrant avec preuve à l'appui que le pays cher à Félix Tshisekedi est agressé. Image prise par les drones de la MONUSCO. La guerre ne peut jamais venir de nous. Mais nous ne pouvons pas accepter à cet instant que cette situation continue à perdurer et que le président Kagame et tous ceux qui dirigent le Rwanda continuent à nous défier. La question sur le retrait de la MONUSCO a été également évoquée. Les états-majors de la mission onusienne, des FARDC et quelques experts travaillent déjà pour un départ responsable et non précipité des forces de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Par ailleurs, les regards sont tournés vers la SADC. Quant à la force de l'EAC, un échec est constaté et l'heure est à l'évaluation pour une décision radicale. Signalant qu'une délégation de la CEEAC a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et celui de l'intégration régionale dans les soucis de changer sur les élections combinées du 20 décembre prochain. Une visite qui entre dans les cadres de crédibiliser le processus électoral. Un échange de notes évalué à 18 millions de dollars américains a été signé mardi dernier à Kinshasa entre le vice-ministre des Affaires étrangères Crispin Mbadou et l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Minamihiro, afin d'améliorer l'accès à l'électricité à Kinshasa, précisément dans le district de Moamba. Le district du Moamba dans la ville de Kinshasa va bénéficier de la stabilité en alimentation électrique. Cela grâce à un échange des notes d'un montant de 18 millions de dollars américains pour l'amélioration de l'accès à l'électricité d'une partie de la capitale congolaise, signé entre la RDC et le Japon. Un projet qui vise à contribuer à la redynamisation des activités économiques dans les chefs-lieux Kinshasa et l'amélioration des conditions de vie de la population avant de souligner la nécessité de sa mise en œuvre dans les délais requis. Le district du Mont-Amba a été ciblé car il est l'une des zones de développement économique de la capitale.
Pour l'ambassadeur japonais Minami Hiro, la concrétisation de ces projets facilitera les enfants à faire leurs devoirs aux mamans de conserver leurs denrées alimentaires dans les meilleures conditions et les adultes à développer des activités économiques génératrices des revenus. Crispin Mbandou, vice-ministre des Affaires étrangères, a pour sa part demandé au gouvernement japonais de tourner le regard vers une coopération mutuellement avantageuse et gagnant-gagnant, mais aussi d'élargir ses projets dans les 3 autres districts de la ville de Kinshasa. En sécurité, quelques éléments du groupe rebelle du M23 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo ont raconté leur calvaire passé au sein de ces mouvements terroristes. Regardez. Moi, j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris de force, là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais, avec qui nous étions dans les M23, étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Et les nouveaux commandants de la 22e région militaire couvrant le Grand Katanga, le général Edi Kapand, a pris ses fonctions mardi dernier. Dans ses premiers mots, il a rassuré l'opinion congolaise que tout celui qui menace la sûreté de l'État congolais, l'armée s'occupera de lui. Suivez. Je rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à l'université dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette institution. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État et par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période des élections. Autre chose dans ces journaux, suite à l'appel au dialogue avec la Commission électorale nationale indépendante, lancé par 6 candidats à la présidentielle, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a demandé de quitter la périphérie car il prépare plus la contestation que les élections. C'était lors du briefing presse animé conjointement avec son collègue de l'industrie, Julien Paloukou. Rien d'étonnant. Parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité, mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand,
comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ces opposants. Et donc, c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000% au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante. C'est bien qu'ils veulent le dialogue parce que nous voulons le dialogue, mais devant le peuple congolais. C'est bien qu'ils approchent la CENI parce que nous l'avons dit, la CENI est là, y compris pour les opposants et pour nous et pour tous les Congolais, pour leur donner des réponses. Mais faire de fuite en avant, parler des tricheries, parler de ceci, des difficultés qui sont inhérentes à un processus électoral complexe dans un pays comme les nôtres, ne doivent pas être expliqués à ceux qui sont candidats président de la République parce qu'ils sont censés les savoir. L'excuse sur les financements ou l'opacité dans les financements, mais c'est tous les débats qu'il y a depuis les débuts du processus électoral. Mais observez avec nous que toutes les étapes majeures du processus électoral ont été tenues. Et donc, le Conseil, si je dois revenir sur ce que j'ai déjà dit plus d'une fois, à nos amis de l'opposition, c'est de lire ce que nous faisons. Parce que pendant le moment de la campagne électorale, le peuple doit les challenger. J'espère que les médias vous leur poserez des vraies questions. Quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'industrie? Quelle est votre stratégie dans les secteurs de la santé? Quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la diplomatie? Vous verrez qu'ils n'auront que des incantations comme réponse. Nous sommes dans le possible et ils sont dans l'impossible. Au lendemain de la validation de sa candidature à la présidentielle de 2023 par la Cour constitutionnelle, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, s'est adressé à la nation. Ce mercredi, il a affirmé avoir pour combat l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre et a salué l'attitude de la Haute Cour tout en exhortant la population à rester vigilante jusqu'à la publication des résultats. Regardez. Mon combat et l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Le candidat à la députation provinciale invité à la patience, la demande est de la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué publié sur son site internet. Cette institution d'appui à la démocratie informe ces derniers que la publication de leur numéro de vote, sauf changement des dernières minutes, sera disponible ce mercredi 1er novembre 2023 car l'équipe technique est prête pour la publication. Patrick John Kengeshaï. C'est ce mercredi 1er novembre, en principe, sans changement de dernière minute, que la Commission électorale nationale indépendante va publier les numéros de vote des candidats députés provinciaux à travers la République démocratique du Congo. La confirmation est de cette institution d'appui à la démocratie à travers un communiqué publié ce même mercredi 1er novembre 2023. Donc, tout sera connu ce même jour. Dans ce même communiqué, la Commission électorale nationale indépendante précise que son équipe technique, qui est en mouvement depuis le mardi 31 octobre dernier, pourra tout faire pour mettre à la disposition des candidats députés provinciaux de listes définitives contenant les numéros de vote à travers son site www.ceni.cd. La centrale électorale rassure l'opinion publique que le processus électoral en cours se poursuit sans désemparer dans le respect des lois
de son calendrier et de bonnes pratiques électorales. Poursuivant ces journaux, le comité des 9e Jeux de la francophonie n'a jamais et au grand jamais reçu la totalité du budget fixé pour l'organisation de ces Jeux. Isidore Kwanja sort de son silence et réagit face aux affirmations du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Lors de son point de presse tenu le week-end dernier, les directeurs des 9e Jeux de la francophonie s'est étonné de voir le vice-président du comité des pilotages se plonger dans cette cacophonie qui ne dit pas son nom. Le budget arrêté par le Comité national de jeux de la francophonie et validé par le comité de pilotage pour l'organisation de ces jeux avait été fixé à 66,9 millions d'euros. Celui-ci a été approuvé comme tel par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, n'a jamais et au grand jamais débloqué l'intégralité de ces montants, a déclaré Isidore Kwanja dans un communiqué. Selon le directeur de 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, ce budget a été élaboré en collaboration avec le Comité international de Jeux de la francophonie, adopté par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le comité de pilotage de ces Jeux en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui était non seulement un membre, mais aussi vice-président de ce comité. Kwanja s'est dit très étonné de voir Kazadi tenir ces propos qui orchestrent une cacophonie qui n'a pas son nom. Car, a-t-il souligné qu'il devrait mettre la différence entre le budget alloué à l'organisation de ces Jeux qui est différent de celui qui est réservé aux infrastructures. En sport, parlons de Jeux Olympiques Paris 2024. Le Léopard Dames sont éliminés par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud à Johannesburg en match retour des éliminatoires de ces tournois. Suivez les détails avec Espoir qui n'en veut dire. Après une première période soldée sur un résultat d'égalité des 0 buts, c'est au retour des citrons que les Congolaises ont lâché et encaissé 2 buts. Et pourtant, Corias est déterminé dans les 70 minutes du match. Le numéro 11 de la sélection nationale sud-africaine va signer le doublé à la 71e et 88e minute pour crucifier les Léopards Dames à un pas du tournoi des Jeux olympiques Paris 2024. Ces résultats de 2 buts contre 0 empêchent la RDC d'espérer le chemin de la France l'année prochaine. L'impréparation serrée, la cause principale de cet échec après les refus des joueuses de s'entraîner suite à la protestation des athlètes contre le non-paiement de leurs primes du match des éliminatoires de la CAN Maroc 2024 disputé face au Bénin. Rappelons qu'à Kinshasa, au match aller, la sélection nationale congolaise était tenue en échec sur une note d'1 but partout. Et la République sud-africaine croisera le Niger au dernier tour pour chercher la qualification aux Jeux olympiques Paris 2024. 49 ans déjà depuis que la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, a organisé les combats du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman, combat des poids lourds, une véritable démonstration du noblard qui s'est soldée par la victoire de Mohamed Ali, le Noir, par KO au 8e round des Jeux. Ces combats du siècle restent et restera dans le mémoire des Africains, surtout des Congolais ex-zaïrois, combat qui a opposé Mohamed Ali à George Foreman pour les titres mondiaux de poids lourds le 31 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce combat qui a fait parler de la politique de la République démocratique du Congo a vu s'effondrer le champion du monde George Foreman au 8e round du combat pour le titre de champion du monde WBC, et Ali a repris la couronne de poids lourd du monde par KO dans ce combat surnommé Rumble in the Jungle. Avant ce combat, Mohamed Ali avait, dans ses déclarations à la presse, affirmé qu'il boxait en tant que noir et pour le noir, ce qui lui a attiré la sympathie des Zaïrois qui avaient rempli le stade du 20 mai, aujourd'hui stade Tata Raphaël de la Kétile.
Près d'une dizaine de millions de dollars, le mystique combat a été associé à un grand festival auquel étaient conviés de nombreux musiciens et acteurs de films américains, au nombre desquels figurait le défunt James Bond 007. Ali Bomaye, slogan tiré du lingala, langue parlée dans la région de Kinshasa, qui s'est traduit en français par Ali Tioulé, résume toute la stratégie adoptée par ces beaux et jeunes boxeurs de 30 ans qui a fait la pluie et le beau temps. À cette époque, le président de la République du Zaïre, maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbundo Azabanga, qui a régné pendant 32 ans, faisait plutôt son marketing et celui de son pays, le Zaïre, qui était véritablement connu en référence de ce combat du siècle. À cette époque, le Zaïre de Mobutu fut un grand pays du noblard et événementiel. Mobutu a fait parler du Zaïre et de sa culture à travers ses combats du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Enfin, le valeur nutritive. Que savez-vous de l'orange? Ritmboua nous en dit plus. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Fin de ces rendez-vous informatifs. Vous qui venez de nous rejoindre, voici les rappels des titres. Appel au dialogue avec la CENI, le gouvernement congolais estime que les opposants préparent la contestation à la place des élections. Après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi salue l'attitude de cette dernière et exhorte la population à rester vigilante jusqu'à la publication de résultats qui consacreront sa victoire tant attendue. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.